Ce Pays-Bas, vous l'avez quitté il y a pile 50 ans. Oui. Pile, en 1965. Ouais. À ce moment-là, vous êtes un vrai beatnik. On va avoir des images assez incroyables. On le sait, hein, vous êtes arrivé en bateau, puisque vous accompagniez un ami très proche dont vous étiez follement amoureux, mais il n'était pas homosexuel. Hein. Yost. Personne n'est parfait. Pardon ? Personne n'est parfait. Yost. Et donc, vous partez, vous prenez les canaux, et vous êtes bloqué en France, d'ailleurs. Je suis resté bloqué jusqu'à aujourd'hui. On va voir des images du beatnik, tellement loin de celui que vous êtes aujourd'hui. Oh, regardez. oui, ça, l'abbé Pierre. Oui. C'est... Qu'est-ce qu'il était beau, lui. C'est... Alors là, j'ai vraiment l'impression de voir... Putain, je me souviens bien de ça, hein. Oh, Bart, mon chat. C'est moi et... J'essaie d'être ce que Joost aimait, quoi, un marin. Whether she turned down so bravely, oh, C'est qu'il for était beau. tonight I'll sleep in Una volete, un'altra volemme, ma noi siamo insieme, vogliamo amor. Tu sei nata per me, sono nato per te, ma noi siamo insieme, vogliamo amor. La voix va pas avec la barbe. C'est... ouais, parce que Joost, il est mort d'un cancer il y a quelques années. C'est encore un nion. Il y a encore un autre nion. J'aime bien ce mot en français. Mais je me souviens d'un grand moment de bonheur. C'est quand on est parti avec ce bateau, parce que quand même, on est parti avec un vieux rafio pourri, mais vraiment pourri, quoi. Grand, 20 mètres de long. Et le matin, vers 5-6 heures du matin, quand on se réveillait, je suis sorti de la cabine en bas et vraiment, je me souviens, je dis, quelle belle vie je vais avoir, c'est absolument génial, quoi. C'était très, 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 très heureux, dans une inconscience, dans une insouciance, dans 20 ans, aucun problème métaphysique, ni physique, d'ailleurs. Vous dites, en septembre 1965, j'ai quitté mon pays pour un voyage sans retour, à la recherche d'une autre vie, de ma vie, loin des ombres de mon enfance, qui, je le sentais depuis toujours, pouvait m'empêcher d'être moi-même. Vous pouvez développer ça ? Mais tout en disant que j'ai vraiment on va dire les qualités et les défauts du néerlandais que je suis, il y a un vrai problème aussi pour moi quand je retourne aux Pays-Bas. Je suis absolument ravi d'arriver, mais au bout de même pas 8 jours, il faut que je m'en aille, quoi. C'est trop plein, il y a trop de monde, on est tous l'un sur l'autre. Je me sens mieux avec des Méditerranéens, quoi. Quand je vois Daniel qui parle, c'est vraiment... Je l'aime quand il parle. C'est un Méditerranéen, c'est un Latin, c'est Pagnol. Vous êtes plus à l'aise dans ce monde-là Quelque part. que dans celui d'où vous venez. On m'a dit, comment vous pouvez être heureux en France où il n'y a que des gens nombrilistes, prétentieux et arrogants. Et je dis, mais parce que je passe inaperçu. Quand vous êtes arrivé donc à Saint-Tropez, vous l'avez raconté, il y a eu la Manche, le fait d'être reconnu qui vous a plu. Vous êtes arrivé donc en beatnik, que vous étiez et que vous êtes toujours. Je ne pense pas que je suis embourgeoisé. Honnêtement, je ne le pense pas. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? J'ai des cheveux rouges maintenant. Le côté beatnik, évidemment, il vous a poussé à expérimenter beaucoup de choses. Oh là, j'ai peur là. Vous l'avez raconté, mais il y a ça chez vous, le côté je teste. Alors la délinquance, une forme de délinquance aux Pays-Bas, hein. Vous avez fait par exemple un casse, mais il y avait ce côté-là, il y avait le côté, c'était pas pour l'argent, c'était pour le côté je tente les choses, je vis, quoi. Ben, il y avait un écrivain il y a beaucoup d'écrivains qui ont de l'importance dans ma vie, parce que lire fait toujours partie de mes passe-temps préférés. Il y avait un écrivain qui s'appelle James Baldwin, qui était non seulement en noir, mais en plus PD, donc ça fait beaucoup, et aux États-Unis en tout cas. Et donc il est venu en France, où ça passait mieux, les deux. Et il a écrit des très très jolis livres, dont un qui s'appelle en français, je m'imagine, Un autre pays, Another Country en anglais, dans lesquels il disait que quand il a découvert qu'il était homosexuel, qu'il fallait qu'il se fasse un moral à lui. Parce que comme, en tout cas à l'époque, l'homosexuel était au meilleur des cas un malade et au pire des cas un criminel, et que pour lui, il était ni l'un ni l'autre, il fallait qu'il se fasse un moral à lui. Et je trouvais ça
compréhensible. Mais j'ai lu ça quand j'avais déjà fait toutes les conneries que j'avais fait avant. Donc les conneries, c'est le casse. Par exemple... Faire le micheton. Le micheton, donc à un moment donné, vous êtes prostituée. Oh, c'était des essais, quoi. Je voulais savoir ce que ça faisait de se faire payer. C'est des expériences. Bon, je me cache toujours un peu derrière Raskolnikov, mais Crime et Châtiment, pour ceux qui ont lu ce livre de Dostoïevski, sinon je vous le conseille, qu'il va beaucoup plus loin. Lui, Raskolnikov, il tue pour voir ce que ça lui fait. Et ça, évidemment, ça ne fait pas partie de mes préoccupations, même si c'est peut-être capable, comme n'importe qui, de tuer si on tue celui ou celle qui m'est cher. A priori, je ne pense pas être un assassin. Et en tout cas, j'ai pas envie d'essayer. Mais en tout cas, expérimenter, oui. Expérimenter tout ce qui... Quand tu es... Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais quand même. Quand tu es homo, quand tu es gay, comme on dit ici bizarrement, parce que c'est pas drôle de pédé, tu sais quand même que tu es marginal. Donc, à partir que tu es mis en marge, tu te dis pourquoi je n'essayerais pas un peu tout. C'était ça ma réflexion. Puis j'avais 18 ans, hein. Et je ne regrette pas, mais la seule fois où vous parliez d'un casse, la seule fois où j'ai aidé quelqu'un à donc, en effet, casser le tirelire d'un restaurant, j'ai eu le plus grand trouille de ma vie et je me dis, plus jamais je fais ça, ça fait trop peur. Il faut mieux gagner sa vie autrement. Et gagner sa vie avec son cul, c'est pareil, ça fait trop mal. Il fallait la faire, vous l'avez faite. Vous voyez, vous commencez à vous détendre. Spontanément. Désolé, je ne peux pas non plus être autrement pour vous faire plaisir, mon cher Marco. Vous avez donc tout expérimenté, ou en tout cas beaucoup de choses. On comprend en tout cas dans quelle philosophie, c'était pas comme ça en l'air. Et notamment dans le couple aussi, dans le rapport au sexe. Vous avez expérimenté beaucoup de choses. Ça peut d'ailleurs mettre en péril un couple d'expérimenter autant de choses. C'est de ça dont on va parler maintenant. Vous avez déjà commencé à parler de Patrick, l'oiseau. Vous l'avez rencontré en 71. Vous aviez 27 ans dans un club où vous chantiez, le Who's. Ah oui. C'est ça. Et vous dites, quand je l'ai rencontré, j'ai cru voir un ange. Un ange qui a écrit beaucoup de chansons, pour vous et pour d'autres, mais aussi qui a chanté à un moment donné. L'ange chante et s'envole. Moi, ça va pas lui plaire. Ma parole, aujourd'hui je vole. J'en reviens pas encore, mais je décolle. Parole d'oiseau, j'y croyais pas moi-même. J'ai réussi quand tu m'as dit je t'aime. Ma parole, c'est bizarre, je vole. En bas c'était grisaille et solitude. Mais avec toi j'ai pris de l'altitude. Tu me fais vivre un délicieux délire. Ah, il est beau, hein. Franchement, il est beau, hein. Oui, il a chanté, c'était drôle d'ailleurs. C'était à l'époque, je me souviens toujours de ce déjeuner d'un grand directeur d'une maison de disques et qui a organisé un déjeuner où il nous a invités tous les deux. Puis à un moment, il a dit, Dave, le déjeuner, c'est pas pour toi, c'est pour Patrick, parce que je pense qu'avec le physique qu'il a, et je suis sûr qu'il pourrait chanter. Alors Patrick a été flatté, curieux de cette expérience, et puis il s'est assez vite rendu compte que c'était pas pour lui, mais il chante vraiment pas mal. Il a un petit côté juvet dans la voix, et son disque a bien marché. Au moment où moi, je ne marchais pas du tout, d'ailleurs. Donc, il a vendu genre 180 disques, au moment où j'en vendais 20 000, et encore. Donc, c'était pas mal. Mais il n'est pas fait pour ça, quoi. Il est fait pour écrire des chansons. Et vous dites, j'ai touché la peau de Patrick, et cette sensation, c'est comme tatoué en moi pour toujours. J'ai oublié que je me parle aussi bien. Et vous dites, pourtant des peaux, j'en ai touché d'autres, hein, nombreuses, et même ensemble. Mais c'est celle-là qui est restée. On parle de cette période-là de votre vie, l'Élysée-Matignon, les années 80. Les années libertines. Et vous tentez tout, quoi. L'amour à plusieurs, chaque soir, en boîte, hein, vous le dites. Hein. On en a usé tous les deux nos pantalons sur les canapés des boîtes de nuit pour faire rentrer les jeunes gens qui étaient devant. Vous dites, hein, c'était un échange de bons procédés. Ils proposaient de coucher avec moi, on couchait ensemble. Hein. C'était ça, il y a eu toutes ces années-là, c'était festif. Hein. C'était festif, c'était avant SIDA, c'était dans une inconscience, une insouciance totale aussi. Et ça, je sais très bien que ça existe toujours aujourd'hui, même si évidemment ça ne concerne plus du tout. Mais nous, ça s'est arrêté avec l'arrivée de tous ces gens dont je parlais, qui sont morts en 84, entre 84 et 90, en gros, encore que malheureusement après il y en a eu d'autres. Ça s'est arrêté aussitôt, mais ça a duré...
quelques années, la grande époque de cette boîte, à l'époque, s'appelle le Léger Matignon, on faisait notre marché, comme on dit cyniquement. Mais est-ce que vous n'aviez pas l'impression de mettre en péril votre couple à final? Si, mais on a joué avec le feu, mais le couple y a résisté. Vous avez vécu à plusieurs, à un moment donné, vous avez vécu à 3. C'est risqué que l'autre tombe amoureux du 3e hein, et que le couple périclite, tout ça. Mais... c'est pas quelque chose qui a été présent? C'est évidemment que c'était présent, mais c'est-à-dire... Quand ça va arriver, ça va arriver. C'est-à-dire que, est-ce que c'était pas mieux de le faire en complicité, que chacun de son côté, en cachette? Je sais pas un bureau de conseil matrimonial et chacun le fait comme il veut. Non, mais pour chez vous. Pardon? Pour chez vous. Pour chez nous, ça a été dangereux et ça a mis en péril notre couple et ça a survécu à ces moments hasardeux, comment dire, dans un anglicisme. Mm-hmm. Le sida est arrivé, vous avez changé de mode de vie, vous dites, hein, on est comme des rescapés. Est-ce qu'il y a un manque de cette vie-là ou alors pas du tout? Pas du tout. Vous savez, la vie est très bien faite, vous verrez quand vous direz mon âge, cher Marco. Je ne blague pas. Ouais. J'ai quand même quelques 30 ans de plus, non 20. 30. Plus vous vieillissez, moins on a envie de vous et moins vous avez envie. Donc ça tombe très bien. Réfléchissez. Dans cette période-là, cette sexualité qui aujourd'hui, pour laquelle vous ne faites pas de secret, à l'époque, vous la dissimuliez. Vous ne faisiez pas partie des homos célèbres. Tout à l'heure, vous parliez de Jean-Louis Bory, qui la mettait en étendard. Un jour, on m'a dit, et je pense que c'est vrai aussi, et ça me soulage un peu, si je peux dire, en étant simplement ce que nous sommes, ce que nous représentons, Dave et Patrick, depuis plus de 15-20 ans, je pense, pour quelqu'un qui se découvre au fin fond de la France, on peut être rassurant. Mm-hmm. Et pour la personne elle-même et pour les parents. Je l'espère et je le souhaite, mais c'est pas parce qu'on est gay qu'on va obligatoirement, comme disait donc Jean Marais, sur les barricades. Mais c'est vrai que il y a un petit sentiment de culpabilité là-dessus. C'est vrai. De ne pas l'avoir fait. Oui. De ne pas l'avoir fait. Mais bon, en vivant comme je vis, et tout le monde est au courant. Aujourd'hui, pas à l'époque, même pendant les années... Non, à l'époque, à l'époque, les chanteurs n'osaient même pas dire qu'ils étaient mariés parce qu'ils avaient peur que les filles n'allaient plus acheter les disques. Ouais. Mariés avec une femme, normalement. Quoi. À propos de mariage, un mot là-dessus, ça fait 2 ans qu'on peut se marier en France avec une personne du même sexe. Hein. Le beatnik que vous êtes ou que vous étiez, j'imagine que le mariage, c'est... le truc le plus conventionnel qui soit. Ah oui, mais c'est même avant le beatnik déjà, parce qu'en fait, déjà mes parents, qui étaient évidemment de cette génération, étaient beatnik, mais quand même pour eux, le mariage était une institution qu'ils trouvaient trop conformiste, trop conventionnelle. D'ailleurs, quand il y a eu ce problème, il y a quelques années, donc il y a maintenant 3 ans, je pense, quand j'ai déclaré ça, quand je disais pour moi le mariage, je trouve ça, c'est pas urgent, etc. Après, j'ai vite compris qu'on me mettait avec les fachos. Et je parlais pas du mariage homosexuel, je parlais du mariage tout court. Moi, je veux pas me marier, mais je veux que les PD ont le droit de se marier. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez été manifesté pour le mariage pour tous. L'homosexualité, donc, cette petite culpabilité de ne pas en avoir suffisamment parlé, puis finalement, vous vous êtes affiché, comme on dit aujourd'hui, et vous en avez même joué dans la publicité, notamment, et c'était super drôle, regardez. Swan, ta copine? Non, parce qu'on m'a dit t'aimes pas trop les dames. J'adore les dames. Ça, c'est quoi, ça? Dave aime les dames. En fait, Dave, si les Français te connaissent, c'est grâce au fromage de Hollande. Oui, c'est d'ailleurs on mange des fromages d'Hollande. Que tu as pu percer dans le métier. Très drôle. La Hollande, l'autre pays du fromage. Il y a fort longtemps, j'ai fait de la publicité pour le fromage d'Hollande, l'autre pays du fromage. Et j'ai même prétendu aimer les dames. Même on m'a prêté une liaison avec mon amie Molette. Eh bien aujourd'hui, je l'avoue, ce que je préfère, c'est le hollandais bien vieux. Se faire retourner sur une planche de bois toutes les semaines pendant 1 an, les pieds. Tout Dave là-dedans. C'est drôle, oui. J'étais moins bien payé que les premiers. Mais ça, moi, j'adore faire de la pub. C'est quand même le truc le plus lucratif que je connaisse.
Mais je ne le ferai que sous condition que ce soit drôle, quoi. Sinon, je dirais non. Même bien payé, j'essaie de dire non, heureusement. Sans psychanalyse, j'arrive à dire non. L'argent, on en parle forcément sur ce divan, avec vous, on ne peut pas éviter le sujet. Vous avez commencé à le faire tout à l'heure. Vous pensez que c'est la peur de manquer, comme dans votre jeunesse? Je n'avais pas vu ça, excusez-moi. Vous vous regardez, vous vous admirez Ah non, je n'admire pas, mais je trouve ça assez gonflé. Vraiment qu'il entre-temps, il devait être minuit et demi. C'est pas grave. L'argent, ce côté, ça revient à toutes les deux phrases. Oui, parce que l'argent, bon, je parle évidemment, et c'est vrai, de ce problème que j'ai vécu petit garçon, qui m'a probablement un petit peu traumatisé, mais il ne faut pas exagérer. Mais j'ai surtout compris que l'argent permet de dire merde. C'est-à-dire, c'est tout, quoi. Que ça te donne une liberté fantastique, et puis le confort. Mais est-ce que vous flippez, à 71 ans, de ne pas pouvoir terminer tranquillement votre vie financièrement? Est-ce que vous avez cette peur, quand vous faites des galas, vous vous dites, bah voilà, ça paye mon loyer, par exemple? Ah non, mais là, aujourd'hui, je n'ai plus aucune inquiétude. Si tout va bien, j'ai assez pour vivre 4-5 ans, donc il faudrait que je prévoie de mourir à ce moment-là. Si c'est un peu plus long, il faut que je gagne encore d'argent. Mais non, blague à part, c'est vrai que j'ai souvent fait le calcul. Ce qu'il me fallait encore pour vivre au cas où je perds ma voix. Parce que ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça, c'est une vraie inquiétude, quoi. C'est-à-dire que quand on a... Ça m'arrive peu, heureusement. Ça m'est arrivé qu'une fois d'être vraiment totalement à faune et ne pas pouvoir monter sur scène malgré les piqûres de cortisone, tout ce qu'on peut faire. J'avais pas de voix, quoi. Et c'est pas grave, mais on se dit, est-ce que c'est définitif, quoi? Mais vous allez aujourd'hui chanter sur scène pour le plaisir, évidemment, on a compris que c'est un de votre moteur, mais aussi parce que il faut payer le loyer, quoi. Oui. Il y a un tel bonheur, le bonheur de faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire de la scène, même dans des conditions minables comme ça nous arrive, m'en fous. Je suis tellement heureux sur scène. C'est vraiment... L'argent n'a jamais été le vrai moteur. Il y a eu cette fameuse traversée du désert, dont vous avez souvent parlé, avec les galas qui devenaient des grosses galères, où vous chantiez dans des conditions difficiles. Ouais. Vous, la vedette qui connaissait les Olympias, les grands orchestres, il y a eu cette période-là où la roue a tourné. Comment vous l'avez vécu? À un moment, je suis monté sur scène dans un petit cabaret à Paris, et j'avais une de mes meilleures amies, qui s'appelle Louise, qui est en larmes de ma loge, en me disant « Tu te rends compte où tu en es ?» Et je lui ai dit « Mais attends, est-ce que je pleure, moi? Moi, je suis très content. Tout va bien, je suis sur scène, il y a du monde. Ce qui compte, c'est de faire... Si vous pensez pouvoir remplir à 500 personnes, il faut prendre une salle qui est faite 300 places. Comme ça, vous refusez 200 personnes. Pas se tromper de salle. Ça dit quelque chose de vous, ça j'en suis sûr, pour le coup. Mais jamais le statut de star qui est devenu, pendant une période, un has-been, vous a traumatisé? Il y a plein de chanteurs qui ne passent pas à la télé et qui marchent très bien, qui font leur métier, etc. Il n'y a pas que les médias, on va dire, jacobins. Où vous en êtes quand même par rapport à l'envie de succès, en fait. À chaque fois que vous sortez un album, puisque... Ça se plante. Ça se plante, comme vous dites, mais à chaque fois, vous espérez un peu, mais vous dites d'abord à la maison de disques, c'est ce qui s'est passé pour le... Mais pourquoi tu mises sur moi? Parce que ça ne marchera pas, dans une grande franchise qui vous caractérise. Mais vous espérez toujours que ça marche quand même. Bah oui. Moi, aujourd'hui, si j'ai une maison de disques, je m'engage avec l'exposition que j'ai. Mais il y a 2 ans, je suis maison de disques et je ne prends pas d'Ève. Parce que c'est difficile, parce que c'est un chanteur septagénaire, il n'y a pas de place à radio, il va passer, si ça marche très très bien, il va passer 1 fois par semaine pendant les grosses têtes et Ruquier sur RTL, et puis basta, quoi. Il n'y a pas de manière de faire savoir qu'on fait un disque. Mais j'adore chercher les chansons, je suis ravi que Patrick fait des textes, c'est toute une période de créativité qui dure 3, 4, 5, 6 mois, on rentre en studio, c'est un travail de laboratoire, tout ça est très plaisant. Après, ça sort, et puis ça se ramasse. Et puis ça. En plus, moi, quand je sors un album, j'ai tous les télés. Les télés ont toujours bien voulu de moi. Donc, même si le disque ne marche pas, j'ai fait tellement de télé que Michel Habert est content parce que ça lui permet de renvoyer ce qu'on appelle un mailing, où il y a 14 000 trucs pour dire Dave est présent à la télé, et hop, on retrouve 60 dates. Michel Habert, c'est votre manager qu'on va retrouver dans un instant. Mais et ami, évidemment, mais continuez là-dessus. Donc, vous faites ce disque, vous savez que ça ne marchera pas. Non. J'espère que ça va peut-être marcher, on ne sait pas. C'est pas si définitif que ça, quand même. Parce qu'il y a toujours une surprise possible. Mais c'est de la chance, c'est presque aussi peu sûr que d'acheter un billet à la Loterie Nationale. Donc vous y croyez toujours?
Vous espérez toujours. J'espère toujours. Vous espérez toujours. Michel Habert, vous en parliez. Il est là, manager et ami. C'est un de ceux qui vous connaît. Dans l'autre sens même, ami et manager. Ami et manager. Bonsoir Michel. Bonsoir. D'ailleurs, Dave dit que vous êtes celui qui passe le plus de temps avec lui, même plus de temps que Patrick en fait. C'est vrai que ça fait 15 ans, mais là j'ai suivi votre émission avec plein d'intérêt parce que j'avais plein de choses à dire qui ont été dites, c'est bien. Le Dave qu'on a découvert ce soir, en tout cas avec beaucoup de questions et plus dans l'introspection, quand il est sur les routes avec vous, les routes de France et ailleurs, il est comme ça, pas noir, mais assez fragile. Noir jamais, fragile, c'est vrai que depuis toutes ces années, j'ai souvent vu les fragilités chez lui, c'est vraiment une dualité totale. Il est d'abord un homme d'une force inouïe, et aussi effectivement lézardé terriblement. Et c'est ce qui m'a... On peut rester ensemble dans des TGV, des voitures, des bateaux, enfin tous les moyens de transport depuis 15 ans qu'on a pu faire, sans se dire un mot, et puis en même temps tout se dire dans le silence. C'est vraiment assez exceptionnel, et même justement ses fragilités. On a les mêmes goûts en littérature, il me fait découvrir des livres, je lui en apporte quelques-uns, et c'est souvent effectivement dans le même esprit de cette littérature qui nous permet de penser un peu. Lézardé, vous dites, lézardé comment ? Lézardé, c'est-à-dire qu'il a cette façade que tout le monde connaît, d'ironie, de plaisanterie. Et ce que j'appelle lézardé, c'est quand vous avez cette belle façade qui vous fait sourire et qu'on peut par moment, un flash, on peut le piquer ce flash et puis voir une toute petite lézarde dans la devanture de l'immeuble qui est pourtant très jolie et très sympathique. Et moi, c'est cette petite fragilité que j'aime m'essayer de protéger ou d'aimer encore plus d'ailleurs. Parce que je peux vous dire une chose, et je peux lui dire d'ailleurs à Dave une chose, c'est qu'en 15 ou 16 ans, je me suis retrouvé des centaines de fois dans les coulisses à regarder Dave sur scène. Je me souviens pas d'un soir où je me suis ennuyé, et je me souviens pas d'un soir où je n'ai pas eu de l'admiration pour lui sur la scène. Il m'a fasciné. Tout à l'heure, on parlait de son inquiétude. Vous la ressentez ? Écoutez, je pense qu'il traite tout, c'est vrai, il traite tout avec beaucoup de dérision. Il y a 3 ou 4 choses qu'il traite avec un grand sérieux. On va appeler ça son métier. Et comme il le disait tout à l'heure, il n'a jamais fait de plan de carrière, mais je crois que il n'aurait pas pu avoir un but à atteindre, mais je crois qu'il a toujours eu un idéal à atteindre. Et ce qui est intéressant, c'est que les fragilités qu'il pourrait y avoir dans l'inquiétude par rapport à ce métier, c'est simplement, je crois, un jour de ne plus pouvoir être sur scène et faire ce combat extraordinaire qui mène face à une salle même en traversée du désert de 500 personnes, ou un zénith, comme on en a fait plein l'année en cours. Eh bien, cette espèce de combat, de séduction, d'amour qu'il a avec une masse de gens devant, je crois que c'est ce qui lui ferait le plus peur, c'est de quitter ça. C'est là la fragilité. Vous étiez là, évidemment, après l'opération, le pontage dont on a parlé au début de l'émission. C'était au mois de juin. Et très vite, il est remonté sur scène quelques semaines après. Vous vous souvenez de ce moment-là, la première scène après le pontage ? Oui. Ouais, c'était plus qu'émouvant. 5 semaines c'était après. plus qu'émouvant. Mais il a fait déjà un tout petit coup avant le pontage. Il avait eu une chose qui m'avait absolument étonné. On était dans un spectacle en province où il y avait des milliers de gens en plein air, un été. Et il a sauté, comme il le fait souvent, dans le public. Il y avait une démarche en ciment, il s'est cassé les os de la jambe en 2. Et curieusement, la douleur devait être intense. Il est remonté sur scène. Il a voulu continuer le spectacle. Et là, il y avait quand même... On avait tous la gorge vraiment coincée. Il a réussi quand même à faire une demi-chanson. Les pompiers l'ont emmené. Et je me rappelle de la voiture de pompiers qui a traversé des milliers de personnes et les gens qui applaudissaient le camion de pompiers parce qu'il était remonté sur scène. Ça, c'était une chose que j'ai retrouvée après sa survie, après l'opération épouvantable qu'il a eue. Le premier spectacle était très émouvant parce que c'était la Renaissance. Et moi, je ne l'ai jamais vraiment vu naître, et là, je l'ai vu naître ce soir-là.
Ah, je me souviens aussi. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est plus à l'est, quelque part, pas trop loin de Paris, genre à 100 km. Et c'était un moment assez étonnant, quoi, de sentir un vrai amour de ces gens-là, mais du gamin jusqu'aux grands-parents. Ils avaient tous compris qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. Et c'était assez étonnant, assez émouvant, oui. Ouais, c'est vrai, c'est un grand moment. Merci Michel. Merci. Vous le disiez hein, tout à l'heure, vous parliez du dev bon client à la télé, à chaque fois, qui permet à Michel de vendre des dates, comme on dit, puisque quand on vous voit à la télévision, on a envie de vous entendre chanter dans sa municipalité. Donc c'est pour ça qu'à la télévision, vous donnez tant, quand vous êtes notamment dans les talk-shows. Vous vous montrez efficace, drôle. On a fait une petite compile du dev bon client, qui permet forcément donc d'avoir une existence dans le monde médiatique et ensuite donc une valeur que Michel sait très bien vendre. Regardez. Ceci étant, pour 56 ans, vous êtes plutôt bien conservé quand même, non? Quel est ton secret? Les spermes. Vous arrêtez de vous embrasser un peu dans le public, là? Non, mais c'est dégueulasse. Deux filles qui s'embrassent. Et Proust, c'est l'un de... Proust, quand on a eu la mélodie... Vos écrivains préférés? Non, du tout. Non, moi je suis beaucoup plus proche de Dostoïevski, mais Raskolnikov, dans une chanson, c'est pas évident à caser. Dev, il balance pas mal. Il a dit par exemple qu'il supporte pas la voix d'Enrico Macias. Oh, faut arrêter avec ça. Enrico Macias, c'est une merveilleuse carrière, un peu longue, mais... Et Barbara, vous connaissez Vincent Delerme quand même? Oui. C'est magnifique. Hein. Oui, c'est magnifique. Ah, c'est merveilleux. Magnifique. Et donc, voilà. Et donc, Dev dit qu'il vomit son texte quand il chante. Non, je m'exprime mal. Il rote en chantant. Mais j'adore ce texte. C'est quoi roter en chantant? C'est quoi? Donc, ça balance pas mal. Barbara? Silence, putain de merde! Heureusement qu'il y a un petit sourire après, quand même. Non, c'est vrai que un jour, vous m'avez appelé pour me dire, je crois que Canal serait intéressé de faire une émission 60 jours avec. Et vous m'avez dit, ça pourrait vous rapporter gros. Vous me tutoyez à l'époque. Je n'étais pas encore fâché. et j'ai réfléchi à ça. Et j'ai dit non. Dieu sait que j'étais vraiment bien payé, parce que c'est Francis Lalanne et Joey Star qui ont fait cette émission. Et j'ai dit non parce que je sais que quand on m'invite à la télé, je veux que celui ou celle qui m'invite soit content. C'est-à-dire que je veux bien faire et je vais parfois trop loin. Et après, j'ai pas tellement honte de moi, mais j'ai honte parce que Patrick est pas content. Quand vous rentrez à la maison, Patrick, quand il voit à la télé... Il fait la gueule. Il a encore fait le mariole, il dit. Dans l'émission, on a une tradition, soumettre l'écriture de nos invités à une graphologue. L'écriture dit beaucoup, notamment la vôtre, regardez. C'est une petite écriture, au trait fin, au mouvement vibrant, sautillant. Ce qui est frappant, c'est que tout de suite, il y a une notion de jeunesse, de légèreté, voire peut-être parfois un peu de naïveté, mais en tous les cas, une capacité à s'émerveiller comme quelqu'un, entre guillemets, de plus jeune que son âge. Même si c'est un homme qui est sensible, vulnérable, probablement habité par pas mal de doutes et d'incertitudes, sa capacité à regarder le monde, à s'intéresser aux choses qui se passent quand même à l'extérieur, lui permet d'avoir une pulsion de vie et de rebondir malgré les moments où il est en difficulté. C'est une écriture d'un homme qui a des antennes partout, qui perçoit rapidement ce qui se passe autour de lui, avec le doute un peu chevillé au corps, et qui s'en sort parfois par des pirouettes, un sens de l'humour en fait, pour finalement mettre à distance ces incertitudes dont il ne veut pas vraiment entendre parler. Elle me connaît ou quoi? C'est pas mal. Non, mais c'est vrai. J'étais frappé par le mot naïf parce que la première... Je pense que Daniel, peut-être même oublié qu'il me l'a dit, je vais lui rappeler. C'est un jour, une fois, il m'a amené chez un réalisateur et qui lui a dit après mais ton copain est très naïf. Et ça m'a fait réfléchir. Et finalement, je suis très content de cet adjectif. Je trouve qu'il est tellement mieux d'être naïf que cynique, que je veux bien être naïf. Dans le côté naïf, il y a le côté enfant. Ouais. Moi, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans de l'âge mental. Ouais, mais aujourd'hui, on enregistre cette émission le jour de vos 71 ans. Et vous avez 14 ans dans votre tête.
Non, j'exagère un peu, mais je veux dire par là que cette envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, je pense que je l'ai encore quand même, ouais. Et de faire plein de choses, hein. Votre ami Yves Joland, donc, le réalisateur, nous a dit la télé, la chanson, le cinéma, hein, puisque vous avez tourné un film récemment, c'est une façon pour lui de ne pas vieillir. Clairement. N'importe comment, je ne fais pas exprès. Hein. Donc d'une part, il doit y avoir un truc de gêne, sûrement, que je dois donc à mes parents, ou leurs parents à eux, etc. D'autre part, j'ai la grande chance aussi de ne pas avoir les cheveux qui tombent, parce qu'elles sont plus fins, mais elles sont toujours là. Puis je fais gaffe aussi. Ça, c'est une question de respect aussi pour le public. Le respect du public, c'est ma mère qui me l'a vraiment donné, quoi. C'est-à-dire que ma mère était danseuse, mais même quand elle donnait des cours de danse, elle souriait quand elle montrait une chose à ses élèves, quoi. C'est « Oh, maman, on a le même yeux ». Et elle a vraiment les cheveux d'une danseuse, vous savez, des petites... Vous parlez de votre mère, on la voit évidemment, votre mère. Qui est parti en 1990. La même année que mon père. Ouais. La même année que votre père. Ouais. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça. Mais de quoi on parlait, Marco? Il y a cette chanson sur votre mère, Dernier regard. Ah ouais. Votre mère qui était atteinte d'un cancer du foie incurable. Ouais. L'euthanasie. Ouais. Évidemment, vous en avez parlé puisque vous l'avez accompagnée. On l'écoute un peu la chanson et puis on en parle après. D'accord. Ce dernier regard, à l'heure du départ, battement de cœur, d'une étrange lenteur, rien ne la retiendra, ni ma main qui réchauffe ses doigts, ni mon regard dans le ciel. Le sien qui s'éteint. Ouais, quand j'ai reçu cette mélodie, j'ai donné à Patrick à parler, comme d'habitude, et on avait à cette époque-là une maison dans le Périgord, et il avait une pièce où il bosse, et puis je l'ai entendu pleurer. C'est rare, donc je suis allé le voir pour voir ce qu'il avait, et il m'a juste tendu la feuille avec le texte, et j'ai compris quoi. C'est un texte d'une simplicité, mais d'une justesse absolument parfaite. Et quand je l'ai enregistré, j'y arrivais pas à le chanter sans pleurer, jusqu'à ce que j'ai compris qu'il fallait que je sois plus neutre, que c'était pas à moi de pleurer, mais à faire pleurer ceux qui écoutent, pour les aider éventuellement dans leurs problèmes de deuil à eux. Et la seule fois où j'ai pleuré sur scène en le chantant, c'était quand mon petit frère, Lucas, est venu me voir dans une salle en Belgique. Le fait qu'il était dans la salle, je ne suis pas arrivé au bout. Mais sinon, on peut pas pleurer et chanter. C'est physiquement impossible, quoi. Mais c'est toujours un moment extrêmement émouvant parce que c'est tout simplement vrai et tout simplement juste. Et j'adore le silence à la fin de cette chanson. Avant que les gens applaudissent, il y a un silence qui est vraiment sublimissime, quoi. Là, vous me parlez de la chanson. Évidemment, moi, je vous parle aussi de votre mère. Mais vous l'avez accompagnée jusqu'à la mort et vous avez dit, aujourd'hui encore, je ne sais pas si nous avons fait exactement ce qu'il fallait. Mais ça a été ça. Alors là, j'ai beaucoup réfléchi au problème de l'euthanasie, évidemment, parce que j'étais en face de ça. Et quand on a mis fin sur la demande de ma mère à sa vie, on était là tous les quatre. Mon père n'était pas là, mais il y avait donc mes deux frères, ma sœur et moi. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand, la même année, mon ami Guy, qui était dans un stade très avancé du sida, avant qu'il y avait le moindre médicament, il n'y avait pas de trithérapie, il n'y avait rien. Et un jour, on y allait quasiment tous les jours pour le voir, pour l'amener à manger, parce que la bouffe de l'hôpital, c'est pas sûr de ce qu'il y a de mieux. Et un jour, j'ai dit au médecin, mais enfin, pourquoi vous continuez à le faire vivre? Il n'a aucun espoir. Et le médecin m'a répondu, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Vous êtes là tous les jours. Les jours suivants, je n'y suis pas allé, et on a reçu un coup de fil, votre ami vient de mourir. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils l'ont en effet euthanasié, mais il était tout seul. Donc c'est là où je trouve ça mieux de la manière que ça se passe aux Pays-Bas qu'en France. Reste que
je ne suis toujours pas porté vers un éventuel de légiférer à ce sujet-là. C'est trop compliqué. Moi, j'ai fait une émission de radio bien plus tard, non pas bien plus tard, dans l'année qui suit la mort de ma mère, dans une radio où ils avaient invité un professeur cancérologue qui s'appelle Lucien Israël, qui a écrit plusieurs livres contre l'euthanasie. On a longuement discuté et il m'a fait douter de la justesse de l'euthanasie. C'est jamais clair, c'est au cas par cas, donc on ne peut pas faire une loi à cet égard. Mais dans le cas de ma mère, moi je me souviens que quelques jours avant la fin, il y avait ma mère regardait par la fenêtre de sa chambre, il y avait un avion fin de l'après-midi, il y avait un avion qui passe dans le ciel, et ma mère m'a dit « Regarde comme c'est beau ». Et je dis « Maman, mais puisque tu as ce genre de sensations, pourquoi veux-tu mourir? Puisque tu apprécies la beauté. » Encore. Elle me dit « Oui, mais je souffre tôt, ça va quoi ». Et là, elle a dit cette phrase « Quoi qu'il en soit, j'ai plein d'amis qui sont morts, ça s'est très bien passé. » Je n'ai jamais compris ce qu'elle veut dire par là. On termine comme ça? On se termine comme vous voulez, Marco. C'est votre émission. En débrief? Alors ça va se tourner, c'est ça? Ouais. Comme chez les coiffeurs? Exactement. Oh. Ça va, t'as ce qu'il faut? Bah finalement, alors, il fallait pas avoir peur. Non, une fois que Daniel est arrivé, ça a été. C'était tellement bien, j'ai adoré. Je sais pas si c'est vous qui a commencé par la mort ou moi, mais on est commencé là-dessus, quoi. C'est pas évident. Mais... Non, mais j'ai toujours refusé, même, j'ai pas eu le moindre seconde de ma vie où j'ai envisagé d'aller m'allonger chez un psychanalyste ou un psychothérapeute. Jamais. Peut-être parce que je ne veux pas savoir. Peut-être. Et puis, je ne peux pas dire j'y crois pas, quoi. Mais... Enfin, là, c'est tout sauf une analyse, c'est une façon de se raconter. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez montré au public ce soir? Parce que... Ça, il faudra plutôt le demander aux téléspectateurs. Non, mais vous, je ne demande pas ce que le téléspectateur va être content de vous découvrir comme ça, mais vous avez conscience que vous êtes montré un peu différemment. Ah ben oui, parce qu'on a rarement la place qu'on a là. Donc, puis n'importe comment, comme dit Patrick, quand on m'invite des émissions, c'est pour faire le mariole. Donc là, ce n'était pas le cas. Donc, obligatoirement, c'est différent. Donc, on a la place pour dire autre chose. Vous m'emmenez vers autre chose. Il y a des images qui aident. Ça, évidemment, ça reste une émission de télé qui espère plaire aux téléspectateurs, mais si je peux leur plaire en même temps, je serais content. Oui. Là, ils ont découvert certainement un côté un peu plus sombre. Oui, sombre, mais pas... Vous êtes heureux de leur faire partager ça, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, c'est l'impression que j'ai ressentie. Oui. Vous savez, on est quand même, là aussi, souvent, en fonction du journaliste, parce que nous, notre contact avec le public, ça se passe souvent à travers un journaliste. Donc, s'ils posent des bonnes questions, ils ont droit à les bonnes réponses. Est-ce que pendant l'heure et quart qu'on a passé ensemble, vous vous êtes demandé ce que Patrick allait penser de tout ça? Non. C'était pas une préoccupation? Non. On termine comme d'habitude? C'est-à-dire? Ah oui. La petite phrase, pour vivre heureux. Vivre en cachet. Non, mais pour vivre heureux, vivre en aimant, en amour. Il n'y a que ça. En amour. Et en amour, comme je disais en parlant de Daniel et de vous et de quelques autres, c'est l'amitié et l'amour, c'est la même chose. Exactement la même chose. Pour moi. Ça, tu vas le couper. Non. Merci, Dave. Merci beaucoup. On mange. Ça, tu vas le couper. Merci beaucoup. Merci à vous.